Alors, d'abord, Acrotech, c'est une fédération, un groupe qui est avant tout une fédération à la mode suisse, puisque je suis français d'origine. Donc, la France, vous savez, c'est un pays jacobin où tout est centralisé. Et la Suisse, avec moins de ressources, ont un système fédératif, fédéral, qui est beaucoup plus performant. Alors, comme je suis un immigré en Suisse et dans le Jura, j'ai préféré adapter le mode de fonctionnement suisse à notre groupe que le mode de fonctionnement français, qui est un mode de fonctionnement très, très intégré, centralisé. Donc voilà, le groupe est décentralisé et il fonctionne selon un modèle fédéral. Donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai adopté ça dès le premier jour et parce que je ne voulais pas tomber dans les travers français. Voilà déjà pour comment on fonctionne. Alors, le groupe s'adresse à hauteur de 50% au monde horloger. Donc, on est des sous-traitants partenaires dans le domaine horloger à hauteur de 50%. Et les 50% restants se divisent en deux. D'une part, 25%, on est dans le domaine du médical et 25% dans le domaine disons, des pièces de haute précision, principalement la connectique, ça peut être l'aéronautique et aussi l'automotive, donc les voitures et notamment les voitures électriques. Et est-ce que vous arrivez à nous dire quelle est l'histoire d'Acrotech? Comment vous avez créé Alors, Acrotech, c'est le fruit du hasard, comme toujours, puisque moi, j'ai travaillé, j'étais associé chez KPMG, mais c'était pour acquérir une formation et j'ai quitté au bout de 7 ans ce groupe pour diriger une entreprise allemande en France qui était dans le domaine des robinets. Et là, donc, c'était pour compléter mes connaissances financières et puisque je gérais principalement des commerciaux, une équipe d'une cinquantaine de commerciaux. Ensuite, par un heureux hasard, j'ai rencontré en Alsace, c'était à l'occasion d'une chasse en Alsace, j'ai rencontré un Suisse qui voulait vendre son entreprise et comme je voulais me mettre à mon compte, je ne connaissais ni le Jura ni le décolletage puisque cette entreprise était dans le Jura de Lémont et était dans le décolletage. J'ai rencontré cette personne et qui voulait vendre son entreprise puisqu'elle ne supportait plus l'attitude des clients. Et je me suis dit, c'est peut-être une opportunité. Et je suis arrivé ici par hasard. Donc, on m'a regardé un peu d'une façon bizarre et je devais faire mes preuves dans ce domaine-là que je ne connaissais pas. Donc, c'est vraiment le fruit du hasard. Donc, la première société qu'on a acquise, c'était Vardeco. Donc, j'ai dû réunir des amis puisque pour faire une petite fortune en Suisse, il faut venir avec une grande, hein, parce que ça, pour un Français, c'était difficile. Donc, j'ai dû réunir des amis qui avaient un peu d'argent pour avoir un capital suffisant pour acquérir cette société Vardeco. Et ça, c'était en 99. Donc, et c'était le départ de mon aventure dans le Jura et en Suisse. Cette aventure, aujourd'hui, a plus de 20 ans. Et je suis rentré dans le domaine certainement le plus difficile du décolletage, qui n'était pas l'horlogerie, qui n'était pas le médical, mais qui était l'électronique. Et c'est un marché énorme qui est soumis aux contraintes de prix au niveau mondial. Et très rapidement, quand j'ai eu la possibilité, puisque j'ai subi une crise tout de suite en 2001 qui m'a fait souffrir, en 2006, on a pu bifurquer vers l'horlogerie et on a acquis Kif par choc et ensuite les acquisitions se sont succédées jusqu'en 2018. On est resté purement dans l'horlogerie et après, on est passé dans le domaine médical. Donc, c'est le troisième pilier du groupe, c'est-à-dire le premier pilier, c'est l'horlogerie et donc le médical était le dernier secteur dans lequel on a investi. Si je dois être plus spécifique, est-ce que vous pouvez me dire quel produit vous vendez précisément? Alors, on fait des pièces. Alors, le dénominateur commun du groupe, c'est les pièces de haute précision. Donc, au départ, on est parti pour faire des pièces unitaires et notamment des composants, ce qui est le cas dans l'horlogerie, puisqu'on fait des composants pour les mouvements horlogers. Donc, l'horlogerie se sépare en deux grands secteurs, l'habillage et le mouvement. Nous, on s'adresse exclusivement au mouvement. Et là, on fait des petites pièces, des composants dans un premier temps. Et à la demande des clients qui exigent
leurs besoins ayant changé, ils ne veulent plus souvent une pièce unitaire, ils veulent un kit ou un sous-ensemble. Et ça nous a obligés à acquérir disons des connaissances complémentaires pour pouvoir répondre à leurs besoins et leur fournir de plus en plus des sous-ensembles ou des kits. Et c'est pour ça qu'on a acquis l'ensemble de ces entreprises pour répondre à ce besoin dans le domaine horloger. Et cette tendance est tout à fait comparable aussi dans le domaine électronique ou dans le domaine médical, où au départ, on nous appelle pour un composant unitaire et ensuite on nous demande d'aller plus loin et d'offrir une palette plus large de nos produits. Très bien. Et quel est parce que vous avez construit votre groupe sur un modèle d'affaires bien particulier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, l'entreprise, c'est l'indépendance. Je crois que la force d'un groupe, je suis contre la centralisation, c'est quand les gens sont indépendants, ils sont beaucoup plus motivés. Donc, une des valeurs importantes de notre groupe, c'est qu'on puisse, on ne dit pas acquérir une entreprise, on dit souvent une entreprise souhaite nous rejoindre. Pourquoi elle souhaite nous rejoindre? Parce qu'elle n'a plus envie d'être seule. Et on s'adresse aussi à des entreprises qui sont des entreprises en bonne santé. On n'a pas la vocation de faire du retournement, de la restructuration. On veut prendre une entreprise qui est valable et qui est complémentaire parce qu'elle offre des prestations complémentaires qui peut nous aider à mieux répondre aux besoins des clients. Donc, c'est le modèle le plus qui est idéal pour nous, c'est que le dirigeant ait envie de continuer, qu'il a envie de nous rejoindre parce qu'il pense qu'en venant chez nous, il a plus d'opportunités pour son développement et qu'il continue à travailler avec nous et qu'on puisse profiter de la force qu'il avait avant et peut-être avec le groupe et certainement avec le groupe par des effets de synergie qu'on accélère le développement. Et vous avez combien de sociétés aujourd'hui dans votre groupe? Oui. Aujourd'hui, dans notre groupe, on a à peu près une vingtaine de sociétés, 22 exactement. Et on résout aussi souvent des problèmes de succession. Hein. Quand on a un dirigeant qui arrive vers la fin de sa carrière, il veut que son entreprise continue et il sait que maintenant, j'ai un âge certain qui me permet un peu d'avoir un track record, donc j'ai une expérience. On voit que les intégrations se passent bien dans le groupe Acrotech. On assure aussi une bonne succession, une succession qui est harmonieuse et ça, c'est aussi une des forces de notre groupe. Comment aujourd'hui vous vivez la crise actuelle, le fait qu'il y ait une crise et quel est l'impact que ça a chez vous dans le groupe Acrotech? Alors, bien sûr, la crise est bien présente si les aéroports sont fermés, si les magasins sont fermés, s'il y a du confinement, il y a du couvre-feu, ce qui fait que nos clients, qui sont principalement les horlogers, leur activité diminue automatiquement. Donc, on a été frappé comme tous les sous-traitants, je pense, par cette crise qui est une véritable crise. Mais on a la chance aussi que nos clients, c'est des clients qui sont solides et on peut accuser le coup aujourd'hui, mais je pense que dès que les barrières vont tomber et on va de nouveau se développer avec eux. Donc, et notre solidité financière aujourd'hui nous permet aussi de mieux accuser le coup et d'être présent quand les portes s'ouvrent pour le business. Et j'en viens un petit peu justement sur la situation de l'emploi. Du coup, est-ce que vous engagez et si oui, quels sont les métiers les plus recherchés chez vous? Donc, alors, effectivement, aujourd'hui, l'effectif est le même qu'avant la crise. Donc, on n'a pas procédé de licenciement massif parce qu'on tient beaucoup à notre personnel. Je crois que le capital le plus important de l'entreprise, c'est le capital humain. On a des gens extrêmement bien formés qu'on ne veut pas laisser partir et on préfère encaisser une perte ou encaisser des coûts supplémentaires, mais conserver notre personnel. Ça, c'est important. Donc, on engage, on a même, au mois de mars de l'an dernier, on a créé un secteur recherche et développement en embauchant 6 ingénieurs pour vraiment pour montrer qu'on croit en l'avenir,
que cette crise, elle est certainement passagère et on a besoin d'être fort à la sortie et qu'on puisse très rapidement reprendre nos positions. Donc, autrement dit, on a engagé 6 personnes en mars 2020 et on développe un secteur recherche et développement qui complète aussi disons, la panoplie de l'offre de notre groupe. Et on embauche toujours, alors les personnes qu'on cherche toujours, c'est comme on est dans la mécanique de précision, tout très bon mécanicien, très bon décolteur est accueilli chez nous, mais c'est une denrée très très rare qui est difficile à trouver. Aujourd'hui, le marché s'est un peu détendu, c'est peut-être un peu plus simple, mais sinon, comme toutes les bonnes entreprises, on veut conserver les talents chez nous et on préfère assumer les coûts, même s'il y a moins de travail, et les garder pour qu'ils soient là lorsque la reprise arrivera. Donc, si je résume, vous cherchez des emplois des profils plutôt dans la R&D et comme des ingénieurs. Et donc, il y a une partie un peu innovation. Et l'autre côté, plutôt une partie production avec des décolteurs, des régleurs qui ont… Tout à fait. Ça, c'est la base. La base de notre groupe, c'est bien sûr la micromécanique. Donc, c'est ce type de profil que vous venez de décrire qui nous intéresse. Et ce qu'on a développé aussi, on veut aussi se démarquer par rapport aux autres sous-traitants. Nous, on n'invente pas de produits. Par contre, ce qu'attendent les clients de nous, c'est qu'on puisse garantir la qualité, la répétabilité de la production. Et c'est pour ça que nous, on doit travailler sur l'innovation des techniques qui nous permettent de produire dans ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on a engagé ces ingénieurs dans le département recherche et développement pour répondre et pour que nos clients soient rassurés. Et de plus en plus dans des marchés, notamment dans le médical, on vous demande de prouver que vous maîtrisez votre production et c'est vraiment un des objectifs principaux qu'on a aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle d'emploi et de cette thématique qui est de fédérer les talents. Vous arrivez à nous dire quel est le fonctionnement de vos ressources humaines? Alors, justement, comme on est décentralisé, on n'a pas un RH au niveau du groupe. Chaque société a son RH et fait ses propres embauches. Néanmoins, il peut utiliser le service du groupe si on a des connaissances ou s'il y a des informations qui sont diffusées, qui sont partagées avec l'ensemble des sociétés. Ce n'est pas parce qu'on est décentralisé qu'on n'est pas organisé. On est très bien organisé, l'information circule très bien. Et si on voit qu'il y a un talent qui est sur le marché, on se prive pas de le diffuser dans les sociétés du groupe. Mais encore une fois, pour que ça fonctionne et pour garantir cette motivation, nos filiales, nos 22 sociétés qui composent le groupe, les dirigeants sont très indépendants, fonctionnent bien entendu en rapportant toujours au groupe, notamment en termes financiers, en termes de reporting, mais il y a une grande liberté et on ne veut pas tuer cette motivation en les intégrant dans un système qui est trop coercitif ou qui les empêche de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants du fonctionnement de notre groupe, c'est la liberté et la motivation de nos dirigeants des sociétés qui le composent. Y a-t-il du coup de la mobilité interne parmi vos entreprises? Alors, bien entendu, s'il y a besoin, on propose, mais ça, ce n'est pas encore très courant puisque chaque société fonctionne un peu d'une façon indépendante. C'est possible, ça a déjà eu lieu, mais c'est pas une règle générale. Ouais. Allez-y, François. Non, c'est tout ça pour effectivement, on pourrait penser qu'en centralisant, en faisant des grandes usines, on arriverait à être plus performant mais je crois que c'est détruire notre modèle et tous nos actionnaires qui rejoignent notre groupe sont informés de cette philosophie et on leur demande impérativement de la respecter puisque c'est celle-là qui fait notre succès aujourd'hui et je ne pense pas qu'on ait à changer de modèle.
Est-ce que vous aidez vos employés justement pour mieux fédérer? Est-ce qu'avec du coaching ou d'autres outils? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. On a des problèmes de succession à régler, puisque quand une entreprise vient chez nous, souvent le dirigeant a déjà un âge où il pense à sa retraite et à la suite. Et souvent, il a son poulain qui veut mettre en avant. Donc, on regarde, disons, les qualités de ce candidat. Et lorsqu'il manque certaines choses dans certains domaines, on fait un bilan et ensuite, avec un coach, on l'a déjà fait et on le fait on mandate un coach pour justement compléter sa formation et pour qu'il soit à même, lorsque la place va se libérer, qu'il puisse prendre les fonctions avec beaucoup de chances de réussir. Donc, on suit bien nos gens et c'est d'autant plus important chez nous que la priorité, c'est la promotion interne, puisqu'on considère que le groupe a fait ses preuves et surtout les collaborateurs du groupe. Donc, on préfère 1000 fois trouver une ressource interne quand c'est possible. Alors, il y a des moments où ce n'est pas possible. Si vous cherchez un informaticien très, très spécialisé, il n'y en aura pas dans le groupe. On fera aussi appel au marché extérieur. Mais la normalité, c'est d'abord regarder qu'est-ce qu'on a comme candidats qui sont prêts à relever le défi et on va favoriser cette démarche. Et hier, c'était le 8 mars, hein, c'était la journée internationale des droits de la femme. Quelle est votre opinion sur l'égalité homme-femme? Et on sait que la micromécanique, c'est plutôt un milieu d'hommes. Euh, Alors, on voit par-ci par-là, je dirais c'est pas dans les usines, hein. On voit qu'il y a des femmes qui prennent des métiers qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Je pense notamment au décolletage, mais on voit de temps en temps qu'il y a des femmes qui sont en train de remplir ces fonctions. Donc, c'est très intéressant. Mais en termes et par ailleurs, au niveau du sommet de la hiérarchie, et notamment comme dirigeant de sociétés. On a aujourd'hui 3 sociétés qui sont actuellement dirigées par des femmes, et ça nous motive beaucoup, puisque je considère, pour moi, les femmes ont beaucoup de qualités et ont certaines qualités qu'on n'a pas nous, et on peut que se réjouir de la féminisation de notre direction et de notre management. Et si on a des femmes à la tête de nos entreprises, je pense que le recrutement aussi va se féminiser et elles auront moins de barrières ou de complexes à recruter une femme à des postes où on ne les attend pas. On ne les attend pas toujours. Quelle est la place des seniors dans votre entreprise? On peut postuler chez vous quand on a 55 ans et plus? Je crois que dans les métiers, principalement les métiers de la mécanique, à 55 ans, on n'est pas vieux. On a des décolleteurs qui restent et qui donnent des coups de main. Ils ne travaillent plus de la même façon, mais qui ont parfois plus de 70 ans, hein. Donc, on croit beaucoup à cette tradition mécanique de la Suisse où il y a un savoir-faire qui peut encore être, qui peut être transmis aux jeunes générations. Bien entendu, pas dans tous les domaines, mais il y a des domaines où les seniors jouent un rôle et on n'hésite pas à embaucher quelqu'un de 55 ans si, dans le domaine de la mécanique ou du décolletage, il a une expérience qui est intéressante. Mais pas dans les autres secteurs. Alors, vous voyez, je suis le premier concerné. Vous avez vu, j'ai du mal à m'occuper d'un ordinateur. On ne va pas recruter quelqu'un qui a mon âge ou qui est un peu plus jeune, mais qui est déjà senior pour gérer le multimédia ou toute notre gestion Internet et tout ça du groupe. Il faut faire appel. Là, on est obligé de s'adresser à ceux qui sont les meilleurs. Mais pour nous, l'âge n'est pas un problème s'il y a la compétence. Alors, c'est… Aux candidats et candidates de le prouver. Tout à fait. À propos, on a parlé des seniors et les jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse crise pour eux. Quelle est votre position par rapport à la formation des jeunes?
Alors, chez nous, il y a des métiers, notamment ces métiers dont on parle depuis un certain temps déjà ensemble. C'est tous ces métiers de la mécanique de précision. Pour ces jeunes-là, il y a vraiment aucun problème. Et quand on voit les positions qu'ils ont dans notre entreprise, puis c'est des éléments hyper importants qui font la force de notre groupe. Et donc, nous, on cherche à attirer des jeunes. Alors, les jeunes qui sortent de l'école, ils ont une formation. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils aient une formation de mécanique de base. Après, la formation se fera dans nos entreprises, adaptée à chaque, disons, à chaque société pour que ce soit plus performant. Donc, on dépense beaucoup d'argent dans la formation et dans l'intégration des jeunes. Une fois que ces jeunes sont sortis de l'école, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une motivation et une base technique pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être adaptés à nos types d'emploi. Si on résume, comment on arrive à fédérer autant de talents et autant de métiers différents et autant de personnes différentes? Alors, je pense que une des valeurs dont je vous parlais, c'était l'indépendance. Il faut que les entreprises qui viennent chez nous gardent cet esprit entrepreneurial pour justement qu'elles nous bousculent, qu'elles nous sortent de notre confort et qu'elles nous fassent avancer. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est des fonctionnaires ou c'est des cadres salariés, même de haut niveau, qui rentrent dans un système. Ce qui est important, c'est vraiment que chaque société soit une force et pour notre groupe. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a une des qualités vraiment importantes, c'est le respect. Je veux dire, le respect, il est partout, il est au niveau des gens, au niveau pour que le personnel, les collaborateurs qui sont avec nous se sentent bien à leur place et aient envie et soient motivés. Je crois que vraiment la motivation, j'en parle beaucoup, c'est un des éléments les plus importants du fonctionnement d'Acrotech. Alors, dès maintenant, j'ouvre les questions sur le chat. Enfin, il y en a déjà, mais Oui. En attendant, moi, je voudrais qu'on parle quand même de deux, trois petits sujets Ouais. un petit peu hot, puisqu'ils ont fait parler de votre groupe dans l'actualité. On a parlé d'un investisseur qui s'appelle Carlyle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui il est et qu'est-ce qui a fait polémique? Alors, justement, pour répondre à cette question, je dois revenir un peu en arrière. Je vous ai dit, pour venir en Suisse, pour un Français, il faut amener beaucoup d'argent parce qu'en Suisse, les choses sont chères. Donc, pour faire le développement de mon groupe, comme je n'avais pas beaucoup d'argent à titre personnel, j'ai dû faire appel à des financiers. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec des investisseurs, ce qu'on appelle des fonds. Et aujourd'hui, Carlyle, c'est le 5e investisseur qui est présent chez nous. Donc, on en avait 4 autres avant qui ont été remplacés et aujourd'hui, c'est Carlyle qui le remplace. Alors, pourquoi? Parce qu'eux nous apportent un élément important qui est la force financière. Mais chaque fois qu'un investisseur rentre, qu'on change d'investisseur, parce que c'est un peu comme quand on joue au football. Au début, on jouait dans les petites divisions. Maintenant, on monte dans les divisions. Il faut plus d'argent. Nos ambitions deviennent toujours plus importantes et il faut les financer. Et c'est pour ça que trouver des investisseurs dont le métier c'est d'investir est certainement une chance. Je dis toujours, les hommes restent chez Acrotech, les investisseurs changent. On a toujours les mêmes personnes qui sont là et on est déjà notre 5e investisseur. Parce que je crois, quand je parlais de respect, on respecte aussi les financiers qui viennent chez nous. Par contre, les financiers, avant de rentrer, ils doivent comprendre la philosophie du groupe Acrotech et on leur dit vraiment clairement avant qu'ils rentrent, voilà ce que vous devez respecter. S'il y en a certains qui ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ont d'autres méthodes, auquel cas, on ne va certainement pas faire affaire avec eux. Et la chance qu'on a eue, disons, bien qu'on soit en crise, on a réussi à attirer vraiment des investisseurs de premier ordre et on a eu la chance, vraiment en toute modestie, de pouvoir choisir, pas pour le plaisir d'éliminer un et de choisir plutôt l'autre, mais c'est plutôt de choisir en fonction des éléments, de la philosophie et des contraintes que doit respecter un inspecteur par respect
pour nos CEO et pour toutes les sociétés qui composent le groupe. Il ne faut pas qu'ils voient un changement, il faut qu'ils voient l'investisseur comme une aide. Et c'est nous qui avons dit, voilà ce qu'on veut faire avec vous. Si le contrat est clair au départ, ils vont nous aider. Donc, ça m'a fait mal quand j'ai vu que certains journalistes ont dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va réduire le personnel, on va centraliser, on va économiser et on va rentabiliser. Ce n'est pas du tout le cas. Depuis tout le temps, ça fait donc la 5e génération d'investisseurs qui nous accompagnent. On a toujours investi, on a toujours augmenté le personnel, on a toujours et aujourd'hui ça nous donne une grande chance, même vis-à-vis des administrations, de l'administration fiscale, qui voit qu'on se comporte vraiment comme des industriels. On investit beaucoup, on a un financier, mais en fonctionnant comme ça, le financier est content. Et c'est dans l'intérêt partagé de toutes les parties, et notamment de l'équipe, des collaborateurs et du développement des entreprises en Suisse. Alors, le fait qu'il soit américain, parce que ça, c'était aussi un élément que disait, voilà, vous êtes croqué par des Américains. Je peux vous dire, j'ai pas vu un seul Américain de Carlyle lorsqu'on a négocié, parce que pour nous, c'était important qu'on parle le français, puisque la majorité de notre groupe, c'est des francophones. Et donc, je souhaitais qu'on parle la langue du groupe, ce soit le français. Et Carlyle, le dirigeant de Carlyle, c'est le responsable de l'Europe qui, lui, est un Français. Et avec lui, j'ai traité et qui a bien compris le message qu'on lui a fait passer au préalable. Donc, c'est vraiment un choix et c'est quelqu'un qui va nous aider à nous développer. Et ce n'est surtout pas un adversaire. Et pour moi, je peux vous dire, toute l'équipe, on a une très grande liberté de fonctionnement, mais par rapport au deal qu'on a fait avant qu'il rentre, on a dit voilà ce qu'on veut faire, voilà nos ambitions. Est-ce que vous êtes d'accord de nous accompagner là-dedans? Et notamment dans nos ambitions, on a le développement aux États-Unis et dans le médical, qui est un élément hyper important. Et là, l'objectif que nous avons, c'est justement de produire en Suisse, dans nos entreprises, et de nous développer, notamment dans les composants médicaux, c'est de nous développer aux États-Unis, où le marché est très important. Et pour ça, il faut de l'argent, des connaissances. Et là, on utilisera peut-être le côté américain de notre partenaire Carlyle pour nous aider à réaliser nos objectifs. Merci François. Je pense que l'idée aussi, c'était aussi, je pense que les gens avaient peur un peu de perdre leur emploi. Donc, vous nous confirmez bien que vous voulez préserver ces emplois. Non, on va non seulement les préserver, mais on va continuer d'investir. La preuve, on l'a montré déjà pendant la crise, on a investi, alors si on avait des purs financiers, jamais ils nous auraient permis de faire ça. Mais ils croient en notre modèle, ils croient aussi qu'à un moment, il faut investir aussi pour pouvoir récolter. Et ils étaient d'accord qu'on investisse même en période difficile et surtout qu'on ne restructure pas et qu'on ne licencie pas. Ça, c'était un élément aussi qui était vital pour nous. Très bien. J'ai une question d'Anthony Mélan qui nous dit « Allez-vous continuer le rachat d'entreprise ou avez-vous atteint la taille que vous souhaitiez ?» Alors, je vous ai dit, on a 3 secteurs principaux, on a 3 pôles. Donc, en ce qui concerne le pôle horloger, là, on ne veut surtout pas être hégémonique. Ce qui est important, c'est si on trouve une société complémentaire dans le domaine horloger qui puisse nous aider à être plus fort et à répondre encore mieux aux demandes du client, on va le faire. Par contre, c'est quand même l'horlogerie, c'est le fondement de notre groupe et qui nous permet de nous développer dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur médical. Ce qui veut dire aussi que certaines sociétés qui sont peut-être plus typées horlogerie vont avoir des possibilités de développement pour fabriquer des pièces qui n'iront plus dans le domaine horloger, mais dans le domaine médical. Autrement dit, on va continuer certainement par opportunité à acheter des sociétés dans le domaine horloger, mais notre volonté, c'est d'investir, et ça, on travaille d'arrache-pied en ce moment, pour investir, et notamment aux États-Unis, pour s'ouvrir ce marché qui aura vraiment, si ce marché s'ouvre à nous, on aura un rôle bénéfique pour le développement des entreprises ici, parce que je crois beaucoup plus
à la performance, à la productivité, à la qualité des entreprises suisses dans le domaine du micro, de l'industrie de mécanique de précision que de produire aux États-Unis. On devra certainement un peu produire aux États-Unis pour la forme, mais notre volonté, c'est de développer justement les entreprises en Suisse pour pouvoir fournir le marché américain. Voilà, ça c'est un des vœux importants de notre groupe. Et malheureusement, peu de gens en ont parlé parce que les journalistes préfèrent faire le buzz en disant voilà, c'est fini, le groupe est terminé. Et la suissitude du groupe, je peux vous dire, même si je suis un immigré alsacien immigré en Suisse, je suis très, très heureux de mettre en avant cette force de l'industrie micromécanique, héritage de l'industrie horlogère, de la mettre en avant sur d'autres marchés. J'ai une question de Bruno Montmasson qui dit « Cherchez-vous à unifier les outils de gestion de vos différentes entreprises, par exemple en choisissant un ERP commun où chaque entreprise est libre du choix de ses outils ?» Alors, si on était acheté par un groupe qui, par exemple, utilise massivement SAP, parce que on peut parler d'un logiciel qui fait référence dans le domaine, mais qui est très lourd, la mise en œuvre est très lourde et tout ça, je crois que je décevrais l'équipe des managers qui composent notre groupe. Donc, ce qu'on fait, aujourd'hui, chaque société a son ERP. Bien entendu, s'ils changent de ERP, on va essayer d'uniformiser, on dit voilà, si vous pouviez prendre un ERP qui est dans la palette des ERP qu'on a, ça peut nous arranger. Mais chaque société fonctionne avec son ERP. Aujourd'hui, l'informatique, même si je suis pas très fort dans ce domaine-là, je m'aperçois qu'elle offre beaucoup de possibilités de souplesse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir recueillir des informations dans l'ERP de chaque société et de les remonter et de les consolider. Chose qu'on peut faire facilement aujourd'hui grâce aux nouveaux moyens que l'informatique nous met à disposition. La même chose avec la comptabilité. Les systèmes comptables, chacun a son système, mais s'il y a une entreprise qui veut changer, on va certainement la pousser à prendre un système qui est le plus utilisé chez nous. Mais encore une fois, la liberté, l'indépendance, c'est vraiment, il faut la jouer. Surtout, ça nous perturbe pas du tout. On a un reporting aujourd'hui au dire des financiers, parce que s'il y a des financiers du niveau de Carlyle qui nous rejoint, ils ont certainement bien regardé que notre reporting financier avait été solide. Et on le fait, ce reporting financier, en ayant des logiciels, que ce soit au niveau de l'ERP, que ce soit au niveau de la comptabilité, qui sont relativement disparates, mais qui sont bien gérés par chaque entreprise. Donc aujourd'hui, on ne va pas vers l'uniformisation. Je dis toujours, si une entreprise nous rejoint et on lui demande d'acheter le crayon à la page d'encre à Delémont, parce que c'est là qu'on a négocié le contrat, c'est pas comme ça que je pense que je motiverai les troupes. Les dirigeants, quand ils ont besoin du groupe, ils viennent nous voir, ils font appel à nous. Quand on les embête et que ça n'apporte rien, il faut pas leur marcher sur leur plate-bande. J'ai une dernière question, et puis après, on va conclure, de David Lienard qui parle d'une éventuelle entrée en bourse. Alors, bien entendu, c'est une des possibilités. C'est une des possibilités. C'était mon idée que j'ai suivie depuis longtemps, mais il faut avoir une certaine taille. Et pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est garantir la suissitude du groupe. Et pour la garantir, aujourd'hui, on fait un pas avec Carlyle qui va nous accompagner, notamment pour nous développer sur le marché américain, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, il faudra trouver une solution pour que Carlyle puisse sortir et que nous, on restera toujours. Donc, la bourse, en s'appuyant sur des investisseurs suisses et qu'on montre qu'on travaille vraiment pour l'industrie suisse, ça va attirer, je pense, beaucoup d'investisseurs et ça nous donne une belle opportunité de nous introduire sur le marché à Zurich notamment pour introduire le groupe en bourse. Mais là, il faut aujourd'hui, le groupe fait un peu moins de 300 millions. J'espère que très rapidement, d'ici 5 ans, on risque de doubler le chiffre d'affaires. C'est un des objectifs. Et à ce niveau de chiffre d'affaires, et je pense que l'introduction pourrait être une réussite et une des solutions, une des possibilités pour que justement le savoir-faire reste ici, pour que les hommes, parce que ça sera aussi le moment où je tirerai ma révérence et que mes successeurs puissent
puisse contrôler l'entreprise et la mener encore avec un centre de décision qui est toujours resté dans le Jura malgré toutes les possibilités ou les suggestions que j'ai pu avoir pour le mettre à Zug ou ailleurs. Nous, on est très heureux d'être dans le Jura. C'est le Jura qui nous a accueillis et cette suissitude, on veut la montrer même avec un investisseur américain à nos côtés. Et ça, pour nous, c'est primordial. François, grand merci pour ce chouette interview et pour nous avoir donné autant de détails.